Première capsule depuis vraiment longtemps, alors j'ai décidé de parler d'un sujet que je connais maintenant à peu près par cœur, les commotions cérébrales. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une commotion cérébrale? On donne un synonyme qui est traumatisme crânio-cérébral léger ou TCCL. Pourquoi traumatisme crânio-cérébral? C'est que ça va impliquer à la fois le cerveau et le crâne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que n'importe quel coup direct à la tête ou un coup sur n'importe quelle autre partie du corps qui va provoquer une force impulsive au niveau de la tête, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire que la tête va avoir un mouvement de va-et-vient. Il est tellement rapide, le mouvement, que le cerveau va venir cogner sur les parois du crâne et ça va vraiment provoquer des impacts quand même assez importants sur le cerveau pour les prochains jours à prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une personne a subi une commotion cérébrale? Souvent, les gens vont dire « Ah, ben, il faut aller passer un taco à l'hôpital ». Non, malheureusement, c'est faux. On ne peut pas voir une commotion cérébrale. Pour savoir si quelqu'un a subi une commotion cérébrale, on ne peut se baser que sur des symptômes ou des signes. Donc, les signes, c'est qu'est-ce qu'on a vu sur la personne. Les symptômes, c'est sur ce que la personne ressent. Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir les commotions cérébrales sur un taco ou sur une imagerie du cerveau? C'est que ça va permettre de voir les segments au niveau du cerveau. S'il y a des segments au niveau du cerveau, et c'est pour ça qu'on va souvent vous dire quand vous avez des symptômes de commotion cérébrale d'aller consulter pour probablement subir un taco, c'est parce que s'il y a des segments, là on va le classer dans traumatisme crânio-cérébral moyen, et si les segments sont vraiment importants, ça va peut-être même parfois nécessiter une chirurgie au niveau du cerveau pour calmer l'hémorragie. Là, ça va vraiment être un traumatisme crânio-cérébral sévère. Évidemment, plus le traumatisme crânio-cérébral est important, plus il y a des risques qu'on reste avec des séquelles à long terme, voire à vie. Mais lorsqu'on parle d'un TCCL, donc une commotion cérébrale, la plupart du temps, en quelques semaines, généralement ça dure en moyenne, là, de ce qui est plus standard, c'est un 4 semaines. Par contre, ça peut facilement aller jusqu'à 3 mois. Quand ça dépasse le 3 mois où est-ce que la personne continue d'avoir des symptômes, on ne parle plus vraiment de commotion cérébrale, on va parler de syndrome post-commotionnel. Mais ça, c'est un sujet pour une prochaine capsule. Comment est-ce qu'on fait pour subir une commotion cérébrale? En fait, ça peut être hyper varié. Ça peut aller de l'accident d'auto jusqu'à tout simplement, vous êtes en train de vous promener dans votre maison, vous n'êtes pas très attentif, vous frappez le cadre de porte avec votre épaule. Ça vient transmettre une impulsion à la tête et pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, vous allez être pris avec des symptômes importants. Justement, si on parle de signes et symptômes d'une commotion cérébrale, si la personne perd conscience, elle a des convulsions ou elle se met à vomir après un choc à la tête, on se pose pas de questions, c'est sûr que c'est une situation d'urgence. Mais les autres choses à vérifier aussi, c'est si la personne elle a des troubles d'élocution, donc elle a vraiment de la difficulté à parler. On dirait que tout est au ralenti, toutes ses réactions sont au ralenti. La personne peut avoir des troubles de coordination, peut avoir des pertes d'équilibre, ou carrément se tenir la tête entre les mains ou elle a un regard absent. Clairement, ce sont des signes de commotion cérébrale et comme on n'est pas certain si c'est une commotion cérébrale ou un traumatisme crânio-cérébral plus important, c'est important d'aller faire un tour aux urgences. La personne maintenant, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Le plus classique, c'est les maux de tête, mais c'est pas tout le monde qui va subir les maux de tête après une commotion cérébrale. En fait, tous les symptômes que je vais vous nommer, vous pouvez en avoir juste un ou deux là-dedans et avoir une commotion cérébrale. À part les maux de tête, si vous ressentez tout simplement une grosse pression au niveau de la tête, vous avez mal dans le cou, des nausées, des étourdissements, vous avez des troubles de la vision, donc des fois vous pouvez voir double, triple, quadruple, vous avez de la difficulté avec le bruit, ça peut être que le bruit devient hyper envahissant ou vous entendez plus les choses de la même façon, c'est comme si tout à coup les sons deviennent étranges puis vous avez de la misère à les tolérer. Si vous avez des troubles de l'équilibre ou tout simplement une espèce de grosse fatigue, une baisse d'énergie, c'est possible que vous ayez une commotion cérébrale. Au niveau cognitif, maintenant, qu'est-ce qu'on doit regarder? Premièrement, si la personne devient un peu amnésique ou confuse, elle sait plus trop qu'est-ce qu'elle faisait, où est-ce qu'elle est, on est quelle date, ou elle a vraiment des difficultés à se concentrer, à répondre à vos questions, puis la personne peut elle-même dire « j'ai l'impression d'être dans un brouillard », on va faire un petit tour à l'hôpital pour vérifier si c'est une simple commotion cérébrale ou c'est pas un TCC plus sévère. Tout ce que je viens de vous nommer, c'est toutes des choses qui sont quand même un peu connues. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que la personne au niveau émotif peut être complètement chamboulée. Donc, si vous remarquez que la personne est vraiment plus agressive et irritable, elle envoie promener les gens alors que normalement c'est pas le genre de choses que la personne ferait, que la personne se met à pleurer en plein milieu de nulle part,
sans vraiment de raison, puis qu'elle-même, elle dit qu'elle comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, puis que émotionnellement elle est complètement chamboulée, ou la personne devient hyper nerveuse et carrément angoissée, ce sont des signes très probants de commotion cérébrale. Sinon, dans les jours suivants, si vous remarquez que la personne a une très grande fatigue, des grandes difficultés à s'endormir ou carrément va dormir des heures et des heures de suite, ce sont des signes de commotion cérébrale. Maintenant, si on soupçonne une commotion cérébrale, qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, on va devoir aller faire un petit tour chez le médecin, entre autres justement pour vérifier que c'est simplement une commotion cérébrale et non quelque chose de plus sérieux. Donc, il n'y a pas de saignement au niveau du cerveau. Ensuite, une chose à faire qui est assez importante, c'est de prendre rendez-vous rapidement en physiothérapie chez les spécialistes de commotion cérébrale. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que les listes d'attente sont franchement longues et les physios vont pouvoir vous conseiller sur comment bien vous rétablir. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement suivre le protocole de commotion cérébrale, mais c'est difficile de savoir doser. Puis en fait, c'est ça le secret pour se rétablir d'une commotion cérébrale rapidement. Il faut, 1, s'armer de patience, et 2, savoir doser. Il faut en faire suffisamment, parce que le cerveau, il faut quand même l'activer un minimum, mais il faut surtout pas en faire trop, parce que si le cerveau il y a trop de stimuli au niveau du cerveau, ça va prendre beaucoup de temps avant que vous guérissiez, et ça se peut que vous restiez avec des séquelles à moyen, voire à long terme. Si on se fie au protocole de commotion cérébrale, premièrement, il y a la période initiale de repos, et là, on parle d'un bon 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire une période initiale de repos? C'est vraiment pas une période facile, c'est pas une période qui est agréable. Vous ne faites pas grand-chose. Vous avez aucun écran, donc lâchez vos cellulaires, lâchez l'ordinateur, vous lâchez la télé. Il n'y a pas d'écran possible. Les écrans, c'est très lumineux et il y a beaucoup d'informations. Pour votre cerveau, c'est beaucoup trop. Vous restez dans un environnement qui est pas trop lumineux, pas trop bruyant et où il y a pas trop de mouvement. Mais par contre, vous restez pas au lit toute la journée. C'est important de s'activer, mais vraiment de façon minimale. Donc, on fait les activités quotidiennes de façon plus lente. Donc, vous vous habillez de façon plus lente, vous pouvez faire la vaisselle, un peu de ménage de façon plus lente. Vous ne pouvez pas vous activer trop. Vous pouvez aller prendre des marches, mais on parle pas de marches de 15-20 minutes, on parle des marches de quelques minutes, simplement pour s'activer un peu et avec une vitesse réduite. Si durant les 48 premières heures, vos symptômes disparaissent ou au moins diminuent puis restent vraiment légers, là, vous allez pouvoir passer à la première étape du rétablissement. Donc, la première étape, c'est de reprendre très tranquillement les activités intellectuelles et physiques. Et quand on parle de très tranquillement, on parle d'un 15 à 20 minutes de lecture et pas plus, vous vous arrêtez ensuite. Pour les activités physiques, on parle d'une marche de 20 à 30 minutes, mais lentement. Donc, c'est pas encore une marche où est-ce que vous vous activez beaucoup. Et sinon, ben, vous reprenez vos activités quotidiennes de façon légèrement plus active, mais en étant raisonnable. Il faut surtout pas aller surcharger le cerveau. Donc, c'est pas le temps d'aller vous prendre une marche, admettons, dans un magasin, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations visuelles, beaucoup trop d'informations auditives, beaucoup trop de mouvements pour votre cerveau. Donc, tout se passe encore à la maison, de façon juste un petit peu plus active, mais pas trop. Si, encore une fois, pendant 24 heures, vos symptômes ne réapparaissent pas ou demeurent légers, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Mais attention, on parle vraiment d'une période de 24 heures entre chacune des étapes. Donc, vous pouvez pas dire « j'ai fait ma lecture de 15-20 minutes, j'ai fait ma petite marche un petit peu plus active, maintenant je vais passer à l'étape 2, je vais aller faire plus de lecture ». Non, c'est pas possible, on attend vraiment un bon 24 heures. Évidemment, si les symptômes augmentent durant ce 24 heures-là, on retourne à une période de repos avant de recommencer 24 heures plus tard l'étape 1, donc un 15-20 minutes de lecture. Donc, c'est long le rétablissement d'une commotion cérébrale, puis c'est beaucoup de « je reviens à l'étape précédente, j'avance un petit peu, 2 pas de tortue, un pas de tortue en arrière et on recommence ». Si tout se passe bien, puis qu'il n'y a pas une augmentation des symptômes, on va pouvoir passer à l'étape 2. C'est quoi l'étape 2? Ben là, on va augmenter un petit peu la charge cognitive. Donc, vous allez pouvoir commencer à faire un petit peu d'écran. Tranquillement, pas vite, dans les jours qui suivent, vous allez augmenter votre période de lecture, augmenter votre période d'écran. Et en même temps, vous allez pouvoir augmenter un petit peu vos activités physiques. Encore une fois, les activités physiques, là, ça va être relativement calme. Vous pouvez aller prendre une marche plus active, faire un petit peu de vélo stationnaire, mais on n'est pas encore rendu dans le gros cardio.
Quand tout se passe bien sur plusieurs jours, où est-ce que vous avez réussi à continuellement augmenter vos activités intellectuelles et tranquillement augmenter vos activités physiques, là, vous allez être prêt pour la prochaine étape. Donc, l'étape 3, retour à temps plein. Ça, on parle au niveau intellectuel. Par contre, au niveau sportif, il va y avoir quand même plusieurs étapes supplémentaires. Donc, tranquillement, on va augmenter l'intensité, mais il faut vraiment s'assurer encore qu'il n'y ait aucune possibilité de nouveaux chocs à la tête. Une commotion sur une commotion, ça peut être assez catastrophique. Donc là, les effets à long terme et voire à vie sont beaucoup plus fréquents. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est une période qui est très, très sensible pour le cerveau. Donc, vous augmentez tranquillement l'intensité, vous augmentez aussi tranquillement les difficultés techniques parce que veut pas, là, vous combinez le sport avec un effort cognitif. Donc ça peut être une étape qui est quand même difficile. Quand tout se passe bien, là, idéalement, il va quand même falloir revoir votre médecin ou votre physiothérapeute pour avoir le OK à faire un entraînement sans restriction. Mais si tout se passe bien, là, un entraînement sans restriction, même s'il y a des possibilités, mais on essaie de garder les risques le plus bas possible, de nouveaux chocs à la tête, et par la suite, là, vous allez pouvoir recommencer la compétition si c'est votre objectif. Donc, commotion cérébrale, c'est un sujet qu'on connaît souvent juste de loin. Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas, puis il y a encore tellement de choses à savoir au niveau de la science. En fait, on connaît pas grand-chose. Donc, si vous voulez maximiser vos chances, suivez vraiment les protocoles qui ont été mis en place pour favoriser la récupération du cerveau après une commotion cérébrale. Prochaine capsule, ça va être sur le syndrome post-commotionnel. C'est quoi ça? C'est quand la personne a subi une commotion cérébrale et que 3 mois plus tard, elle a encore des symptômes importants. Et là, ça peut se poursuivre vraiment sur plusieurs années au niveau de la guérison. On parle de 15% des personnes qui vont subir une commotion cérébrale qui vont se retrouver avec un syndrome post-commotionnel. Donc, je vous en reparle dans la prochaine capsule.